Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour, bienvenue du coup sur ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de toutes les nouveautés qui sont sorties depuis le dernier, dernier What's New qu'on avait fait qui était mi-décembre, si je dis pas de bêtises. Comme d'hab, si vous avez des questions, il y a la partie questions justement qui se trouve dans l'interface de GoToMeeting. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Jérémy est avec moi, il répondra à vos questions en parallèle de la presse que je vais faire. Donc n'hésitez surtout pas, effectivement, si vous avez des questions. Alors, c'est parti. Donc on va commencer avec les mises à jour qui ont eu lieu donc sur la partie WatchGuard Cloud au sens large, donc il y a ThreadSync, la partie Wi-Fi, etc. etc. En janvier, il y a eu pas mal de modifications qui ont été apportées sur la partie Firebox, donc lorsqu'ils sont administrés directement depuis le cloud. Typiquement, on a rajouté la possibilité de monitorer les boîtiers via du SNMP, d'accord. Alors, je vais passer les slides, après on parle de la partie configuration, etc. Ça, si vous voulez le voir en détail, on pourra le faire dans un second temps. Donc, ça a été rajouté, ça permet du coup de pouvoir les monitorer, ce qui n'était pas possible avant. Ça se fait comme d'habitude relativement facilement, j'ai envie de dire, depuis l'interface d'admin dans le cloud de WatchGuard. Et donc, pour la partie monitoring, effectivement, ça va être relativement plus souple si vous utilisez du SNMP. Ensuite, on a rajouté, il y a eu un petit update qui a été fait sur la partie web filtering du web blocker. Donc, il y a des catégories qui avaient été ajoutées. Notamment tout ce on nous demandait pas mal toute la partie liée à l'intelligence artificielle dans les écoles, etc. Ils aiment bien pouvoir bloquer ça pour éviter que les élèves n'en usent et n'en abusent. Donc ça a été rajouté dedans. Ensuite, il y a eu quelques autres modifications sur la partie social web avec Facebook, LinkedIn, etc. Donc vous avez le détail ici sur la slide. Il faut savoir, alors on le verra un peu plus loin, mais que cette update des catégories de web blockers a été faite aussi sur le Firebox on-prem, en administration locale, et sur la partie endpoint protection. On verra tout à l'heure ça. On a la possibilité, en plus, aujourd'hui, sur les Firebox, lorsqu'ils sont cloud managés, de rajouter de la NAT sur un branch office VPN. Pareil, ce qui n'était pas possible avant. Et du coup, quand on se retrouvait à monter un tunnel VPN entre deux sites qui avaient le même plan d'adressage IP, ça pouvait poser problème. Maintenant, on peut régler ça avec la NAT, comme on peut le faire sur les boîtiers en admin local. Concernant la partie Wi-Fi, pareil, il y a eu pas mal de modifications qui ont été apportées. Aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser les VLAN, donc Dynamic VLAN, à partir du moment où on fait du WPA2 ou du WPA3 Enterprise, donc couplé derrière à un serveur Radius qui va s'occuper de la partie authentification. Alors ça peut être intéressant parce que ça permet de positionner des utilisateurs en fonction de leur appartenance à certains groupes ou de leurs privilèges par exemple sur des VLAN différents au sein d'un même SSID. Et puis derrière, après d'un point de vue réseau, on va pouvoir donner des droits plus ou moins larges en fonction de la population, on va dire. Donc ça a été rajouté au mois de janvier. Pareil, la partie configuration, je vais passer dessus assez rapidement. C'est pas ce qui nous intéresse ici, c'est plus pour que vous ayez un état un petit peu de tout ce qui est sorti. Pardon Alex, excuse-moi, j'interviens rapidement. Bonjour tout le monde. J'en profite juste pour rappeler sur cette partie-là, c'est pas marqué dedans, mais bien entendu, ça implique que vos switches soient manageables de façon à ce qu'on puisse utiliser les fonctionnalités d'affectation automatique des VLAN sur les ports associés, d'accord, et qu'on puisse avoir les multiples VLAN. Attention à ça. Pardon. Forcément, exactement. Merci de la précision. Ensuite, il y a eu des petites modifs sur la partie portail captif. On a la possibilité de rajouter des champs donc ils vont demander une adresse mail par exemple, un numéro de téléphone, un nom ou un prénom. Donc les champs sont personnalisables. On ne fait pas de vérification derrière, d'accord? Donc on peut rendre les champs obligatoires, mais on ne va pas les vérifier derrière si l'adresse mail est valide, si le numéro de téléphone est valide, etc. Toujours est-il qu'on peut prendre en compte des critères supplémentaires du coup pour lorsque des utilisateurs vont souhaiter accéder au Wi-Fi à travers le portail captif du coup qui est intégré dans la partie Wi-Fi dans WatchGuard Cloud. On a également donc
quand les bornes sont sous licence USP, du coup, bon, l'équivalent, alors je dis l'équivalent, c'est le niveau de licence le plus élevé, on va dire équivalent à Total Security, on peut récupérer certaines informations, ils appellent ça Guest Analytics. Du coup, à chaque fois qu'un utilisateur va se connecter, d'accord, ben, on va avoir la possibilité d'avoir l'adresse MAC, l'adresse IP, le moment auquel il s'est connecté et les champs qu'on va avoir paramétrés juste avant, donc le numéro de téléphone, adresse mail, etc. On peut avoir tout ça dans une page dédiée sur WatchGuard Cloud. Lorsqu'on fait du Network Access Enforcement, alors pour rappel, le Network Access Enforcement, ça va être le fait de vérifier aussi bien sur une connexion VPN au niveau d'un Firebox que lorsqu'un utilisateur se connecte à un SSID donné sur la partie Wi-Fi, on va vérifier que l'agent endpoint, du coup rattaché à l'instance du compte, soit bien installé, soit à jour, etc., etc. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire en plus donc sur la partie Wi-Fi, c'est qu'on peut rajouter ou définir une page de redirection qui fait que dès qu'un utilisateur va se connecter sur un SSID avec du Network Access Enforcement, automatiquement, on peut le rediriger vers une page web. Ça peut être la page corp du client, par exemple. Ça peut être le portail, l'IDP portal sur Hotpoint pour qu'il ait accès à ses applications SaaS derrière, etc. Donc, ça, on peut le paramétrer directement au niveau de l'Access Point Sites et des SSID. Mise à jour du firmware, donc qui est passé en 2.2 et qui permet donc, la 2.2 permet de bénéficier de ce dont on parlait, donc Dynamic VLAN, les webforms sur le portail captif, etc. On peut également aujourd'hui faire un reboot directement depuis l'interface web, l'interface locale d'administration des points d'accès, ce qui n'était pas le cas avant. Donc comme vous le voyez ici, on a un petit bouton reboot qui apparaît. Ça permet d'éviter d'avoir à le faire en se connectant au cloud et lancer un reboot directement depuis le cloud. On peut le gérer directement en local maintenant. Sur la partie radio settings, aujourd'hui on peut configurer des paramètres radio qui vont être attachés à un access point site. Et du coup, dans ces paramètres, on va pouvoir choisir les channels qu'on va vouloir utiliser, la bande de fréquence, ainsi que d'autres informations. Donc ça va se configurer encore une fois directement depuis Cloud. On peut le faire aussi bien pour la partie 2 Go 4 que pour la partie 5 GHz. Okay. Sur la partie Thread Sync maintenant. Pareil, pas mal de nouveautés, notamment le fait d'avoir l'info en fait quand on a des alertes thread sync liées à l'endpoint qui vont remonter dans la console. On peut voir en fait quand c'est du trafic qui a été autorisé, quand c'est une menace par exemple qui a été autorisée parce que l'endpoint est en mode audit derrière. C'est une information qu'on n'avait pas avant. Maintenant, c'est affiché du coup au niveau du dashboard. Ça permet d'avoir des informations plus claires et de connaître l'état de configuration du endpoint aussi plus rapidement. Donc, quand on va faire des filtres de recherche, également, on peut faire un filtre pour afficher uniquement les alertes, les remontées d'informations qui vont être liées à des équipements qui sont en mode audit. D'accord. Et ensuite, on voit le détail effectivement également quand on clique sur un incident, on a le détail de savoir si il était en mode audit ou non. Toujours pareil, les actions par rapport au mode audit, quand on va définir une action de réponse automatisée, on va pouvoir archiver automatiquement les événements liés à un endpoint qui sera en mode audit. Donc ça permet de pouvoir vraiment se personnaliser l'affichage des alertes qu'on va avoir. Par contre, la partie rémédiation, d'accord, quand on fait une action de type rémédiation, on n'a pas accès à ce mode audit mode. On peut également rajouter des commentaires, c'est très utile pour la partie administration, des commentaires sur les incidents thread sync. Donc sur chaque incident, on va pouvoir définir ou mettre un commentaire. Donc ça permet quand il y a plusieurs personnes qui vont se connecter sur une console donnée, de savoir ce qui a été fait un petit peu en amont, d'avoir des commentaires des collègues sur pourquoi est-ce que j'ai autorisé, j'ai retiré l'isolation du poste, etc. Donc ça, c'est assez pratique sur la partie administration, pardon. On va pouvoir également, lorsqu'on fait une modification de statut, c'est-à-dire que l'incident, je vais l'archiver. Lorsque je vais justement retirer l'isolation, pareil, on va pouvoir rentrer une petite description pour donner du contexte, en fait, au pourquoi, du comment est-ce qu'on a entrepris telle ou telle action.
Ensuite, on nous avait posé pas mal de questions au début quand on avait lancé ThreadSync sur les best practices, on va dire, avec les règles de base qu'il faudrait mettre en place sur la partie ThreadSync de rémédiation automatique du coup. Ça a été intégré aussi donc en janvier dans la console. Donc pour tout nouveau compte sur lequel vous allez activer ThreadSync, par défaut, il y aura 2 actions qui seront créées de réponse automatisée, du coup, qui sont désactivées. Après, libre à vous de les activer ou non, ou de les modifier ou de vous en inspirer. Pour le coup, pour tous les comptes sur lesquels ThreadSync était déjà activé avant janvier, on va avoir un petit bouton qu'on va voir juste après qui permet de générer justement ces politiques de base. Donc les politiques, elles sont de 2 types. En gros, il va y avoir la première qui va faire de l'archivage automatique sur tout ce qui est, en gros, niveau 1, d'un point de vue criticité des alertes. C'est que c'est des éléments qui sont traités par la partie firewall, la partie endpoint de manière automatique. Donc, ça ne sert pas forcément à grand-chose de les avoir dans les logs. On peut monter ce niveau jusqu'à 3, mais après, ça fait partie des best practices. Si vous voulez, on a une KB là-dessus. Si vous la voulez, on pourra vous la filer. Et la deuxième archive, en fait, va dire que tout ce qui est représente un risque, une criticité élevée, on va automatiquement isoler les postes. Comme ça permet de couper l'herbe sous le pied des éventuels hackers. Je vous le disais, on a un petit commentaire. Fréquemment, ces derniers temps, on a pu s'apercevoir, Alex et moi, qu'un certain nombre d'entre vous n'avaient pas forcément activé ThreadSync par peur des conséquences non maîtrisées qu'il pourrait y avoir sur la production des clients. Gardez à l'esprit que tant qu'il n'y a pas de politique activée, le XDR est donc un XD. Il va faire de la détection croisée et ne pas engendrer d'actions complémentaires, ce qui vous permettra de commencer à percevoir l'écosystème du client et la façon dont ThreadSync va interagir avec cet écosystème. Car si tous vos événements sont à 1, globalement, une stratégie qui bloquerait à 7 serait sans effet dans le quotidien, sauf le jour où on aurait une attaque. Donc, n'hésitez pas à activer le XDR d'abord, ne pas créer de politique éventuellement. Et puis, dans un second temps, avec les stratégies par défaut, d'abord, n'activer que la stratégie d'archivage automatique des événements de faible niveau, potentiellement non pertinents, et progressivement rendre le système un peu plus agressif. C'est pas très long à faire et ça vous permettra d'y aller en toute confiance. Pardon. Non, je t'en prie, je t'en prie. Et effectivement, ce que tu dis, c'est vrai que l'activer, même sans forcément mettre en place les actions de rémédiation automatique, ça permet d'avoir la vue quand même consolidée des différents produits de chez les clients et de pouvoir faire un suivi plus simple plutôt que de se balader dans chaque console. Ce qui est le principe du XDR. Donc, il ne faut pas hésiter à l'activer, effectivement. Sachant que, comme je le disais tout à l'heure, les règles par défaut, de toutes les façons, sont désactivées. D'accord ? Donc, dans un premier temps, lors de l'activation, effectivement, c'est du XD, Extended Detection uniquement. Sur le mois de février, point de vue nouveauté sur la partie WatchGuard Cloud directement. J'imagine que vous y avez fait attention, vous avez passé pas mal de temps dessus, mais on a la possibilité maintenant de personnaliser un petit peu les pages d'accueil, du coup en créant, en affichant ou pas certains widgets. Donc ça permet d'avoir des infos plus personnalisées que toutes les petites capsules qu'on avait qui étaient là par défaut. Donc, on peut rajouter des mini dashboards. On peut le faire d'une façon globale. On peut le faire également sur chaque instance de client que vous géreriez. Ce qu'il faut savoir sur cette partie-là, c'est que la personnalisation du dashboard, elle se fait et elle est liée à l'utilisateur qui est authentifié. Donc, si vous faites des modifs, vous, avec votre login mot de passe personnel, on va dire, ces modifications n'affecteront que votre environnement WatchGuard Cloud, d'accord, et pas celui des collègues. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça. Encore une fois, ça permet d'avoir des informations qui vous sembleraient pertinentes directement quand vous vous connectez sur les différentes instances. On a également rajouté la possibilité de modifier toute la partie par défaut, tout l'affichage en fait qu'il va y avoir. C'est que par défaut, c'est des
images liées à WatchGuard, mais ça peut être personnalisé du coup en fonction des clients, si vous voulez le mettre à votre image, etc. Ça va se faire dans WatchGuard Cloud. On refait un petit focus sur ThreadSync, donc par rapport à ce qui est sorti au mois de juillet, au mois de février, pardon, juillet on n'y est pas encore, au mois de février. Du coup, il y a eu la possibilité d'enrôler les points d'accès Wi-Fi lorsqu'ils sont en USB, c'est important de le préciser, dans la partie ThreadSync. Donc aujourd'hui, ça fait de l'extended detection sur le Wi-Fi, donc il n'y a pas encore de rémédiation automatisée, mais ça permet dans les dashboards centralisés, dans le dashboard de ThreadSync, d'avoir les infos sur tout ce qui va être Rogue Access Point, Evil Access Point, etc. Donc pareil, l'idée encore une fois, c'est de centraliser tout ce qui représente un risque sur les dashboards de ThreadSync. Et donc depuis février, on peut le faire. Comme d'hab, ça s'active assez facilement. Hein. On va activer le airspace monitoring dans les paramètres des points d'accès et derrière, on va enrôler les devices dans ThreadSync. Et à partir de là, on va avoir les informations qui vont remonter sur la console centralisée, sur le dashboard central. OK pour cette partie-là. Donc pareil, sur la partie filtrage, des types d'incidents, etc., il y a la ligne Malicious Access Point qui a été rajoutée pour pouvoir... voilà. Sur la partie Cloud Firebox, du coup, on a ajouté la possibilité de modifier des paramètres toujours sur la partie branch Office VPN, donc le fait de pouvoir activer le DF byte settings, pareil, c'était pas possible jusqu'à présent, alors c'est des choses qu'on peut faire en local, et on peut aussi configurer le MTU maintenant sur un branch Office VPN pour des Firebox administrés directement dans le cloud. Sur le mois de mars, il y a eu pas mal de choses intéressantes sur la partie WatchGuard Cloud. C'est-à-dire que depuis mars, en fait, quand vous, en tant que partenaire, vous gérez le compte d'un client qui vous a délégué l'accès, c'est-à-dire que le compte n'est pas directement créé dans votre instance WatchGuard Cloud, mais qu'il a sa propre instance donc, pour laquelle il vous a délégué l'accès, vous pouvez gérer la partie trial maintenant. C'est-à-dire que si le client veut faire un trial, vous pouvez lui lancer un trial directement depuis la console, donc même si elle n'est pas directement rattachée à votre instance WatchGuard Cloud. On a rajouté également la possibilité de retirer un widget plus facilement, donc sur la partie dashboard customisé dont je vous parlais. Donc il y a un petit bouton maintenant qui permet de faire ça de manière plus simple. Sur la partie Wi-Fi, des petites modifs sur la partie portail captif. Toujours. Avant, en fait, on définissait une splash page pour un portail captif. Aujourd'hui, on va pouvoir en définir plusieurs. Et en plus, alors attendez, tac, tac, tac. Non, c'est pas tout à fait ici. Je suis un peu en avance de phase. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de créer plusieurs portails, en fait, et je pensais qu'on était sur cette partie-là. Là, du coup, c'est juste le fait de pouvoir rajouter une page sur laquelle vont atterrir les utilisateurs. Pareil, une fois qu'ils vont avoir validé les conditions générales d'utilisation, etc., sur le portail captif, on va pouvoir les rediriger vers une page spécifique. Et du coup, on peut créer aussi des templates en fait pour ces splash pages, c'est-à-dire que chez un client, peut-être qu'on veut en fonction du site sur lequel se trouvent les utilisateurs lorsqu'ils vont accéder à Internet, donc les guests, on va peut-être vouloir les rediriger sur des sites locaux de chaque agence ou que sais-je. Donc, on a la possibilité de faire ça en créant des genres de profils sur cette partie-là. On a également la possibilité, du coup, par rapport à ce que je vous disais, de créer plusieurs portails captifs. Pareil, si on ne veut pas qu'il y ait le même portail captif qui soit déployé sur un environnement WatchGuard Cloud client et qu'on veut utiliser différents portails captifs en fonction de l'endroit où vont se loguer les utilisateurs, on a la possibilité de le faire derrière. En gros, on va définir l'objet et on va dire quel type de portail captif et quel portail captif est-ce qu'on va rattacher sur le SSID donné. Sur la partie Firebox gérée dans le cloud, jusqu'à présent, quand on définissait des
DNS serveur, c'était forcément le DNS utilisé par le Firebox qui était distribué au endpoint lorsqu'il récupérait une adresse IP. Aujourd'hui, on a la possibilité de définir à la main donc vers quel DNS est-ce qu'on va faire pointer les postes utilisateurs. Oula, alors désolé, petit bug d'affichage. Ok. Hop là. Donc, partie DNS, c'est valable aussi bien pour la partie DHCP en V6, V4 pardon, que DHCP V6. On a également la possibilité, alors j'ai mon affichage qui est complètement parti en cacahuète, hop, je rechange ça. Je pense que ça doit être mieux. Sur la partie WatchGuard, ouais, dis-moi. Pardon, non, je disais c'est parfait, l'affichage est revenu à la normale. Ok, c'est bon, nickel. Donc sur la partie network, dans la partie monitoring du network des Firebox, on a rajouté certaines informations qui permettent en un coup d'œil de connaître par exemple ici le statut d'une interface. C'est vrai qu'avant on ne voyait pas si l'interface était up ou down, donc maintenant on le voit directement. Donc dans la partie monitoring, device, le menu network du device en question, on voit toutes les interfaces et on voit leur état, est-ce qu'elles sont up ou est-ce qu'elles sont down. Ça permet encore une fois d'avoir des infos beaucoup plus rapides. Au mois d'avril, sur la partie Wi-Fi, on a rajouté la possibilité de s'intégrer au niveau des portails captifs. Donc, il y a eu pas mal de modifs liés aux portails captifs sur cette première partie de l'année. Et du coup, d'intégrer des portails captifs d'éditeurs tiers. Donc, l'idée, c'est de pouvoir rediriger automatiquement dans WatchGuard Cloud, au niveau de la configuration, de rediriger les flux vers un éditeur du coup, qui propose des solutions de portail captif dont c'est le métier. Aujourd'hui, on supporte Purple Wi-Fi et Bionic. Donc, au niveau de la configuration, pareil, c'est assez simple. On va choisir en fait un portail captif type, on va dire que c'est un third party hosted captif portal, et à partir de là, il va falloir renseigner des informations donc, qui sont données par l'éditeur tiers, donc ça va être vers quelle URL est-ce qu'on redirige, il y a des notions de radius, donc le shared secret, etc. Et certains paramètres qui permettront du coup à l'éditeur tiers de gérer les requêtes entrantes et de pouvoir rediriger les utilisateurs vers les bons profils et voir vers les bonnes URL derrière. On a, pour des raisons de sécurité, augmenté la taille maximale des mots de passe sur les AP en local. Je ne sais plus à combien c'était limité avant. Maintenant, on a beaucoup plus de caractères qui sont disponibles. Et donc, tout ça, la partie password security et d'autres mécanismes de protection qui ont été rajoutés au niveau de la partie firmware sont disponibles depuis la version 2.4 du coup des points d'accès Wi-Fi, donc dans WatchGuard Cloud. Pareil sur la partie report, on a quelques informations qui permettent de voir maintenant pour l'ensemble des points d'accès un petit peu ce qui se passe. Avant, il fallait cliquer point d'accès par point d'accès. Aujourd'hui, on a un dashboard un peu plus centralisé. Et du coup, 2.4, et cette slide-là, elle ne devrait pas être là. Donc, c'est pas grave, passons. Sur la partie ThreadSync, on a la possibilité maintenant directement d'avoir un historique de ce qui s'est passé sur un incident. C'est-à-dire que lorsqu'un incident a été traité, alors je vous ai dit qu'on pouvait rajouter des commentaires dans la partie précédente. Maintenant, on a la possibilité de voir qu'est-ce qui a été fait pour un incident donné. Donc, à quel moment est-ce qu'il a été archivé, à quel moment est-ce qu'on a tenté de kill un process, de mettre un élément en quarantaine, etc. Donc, quand on est sur l'incident, il y a ce petit bouton audit log qui apparaît et qui permet du coup de savoir tel jour, telle heure, qui a fait quoi, en gros, sur l'incident en question. Pareil pour des questions de suivi, ça, quand plusieurs personnes interviennent sur une instance, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une trace de ce qui s'est passé et ça peut permettre de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans un état donné à un moment donné. On a rajouté également, alors ça c'est en bêta,
la possibilité directement depuis ThreadSync de voir un graphe d'activité en fait d'un indicateur d'attaque. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, qu'il fallait aller regarder du coup dans la partie endpoint, monitoring, indicateur d'attaque, etc. Donc maintenant, on peut le faire directement depuis ThreadSync. Donc c'est bien, ça permet de gagner du temps sur la partie analyse d'incidents. Et l'idée étant effectivement de centraliser un maximum de choses dans ThreadSync sans avoir besoin de retourner sur les parties monitoring des différents produits qui sont gérés dans ThreadSync. Donc la partie Thread Activity Graph, c'est intéressant, on l'a directement du coup dans ThreadSync aujourd'hui. Encore une fois, sans aller dans le produit plus précisément. Au mois de mai, donc on se rapproche d'actualités plus récentes. Alors, au mois de mai, il y a eu pas mal de choses. Alors, j'ai mis ThreadSync, mais c'est ThreadSync plus NDR. Il y a la bêta qui a été lancée pour la partie Network Detection and Response. Je ne sais pas si vous en avez regardé un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à le faire. C'est assez intéressant. Alors, je vais passer, on pourra peut-être en reparler après, mais l'idée, en fait, c'est de récupérer au niveau de WatchGuard Cloud de la télémétrie qui va plus être liée uniquement aux produits WatchGuard. Forcément, les produits WatchGuard vont le faire sur la partie network, le firewall, le firebox, mais c'est de pouvoir étendre ça à la partie switch et éventuellement aussi à des firewalls tiers. Donc ça passe par l'installation d'un agent qui va collecter via du NetFlow toute la télémétrie réseau, faire remonter ça dans le cloud, et il y a une IA derrière qui va permettre d'analyser tout ce flux et du coup de mettre en avant certains comportements à risque, mais aussi donc ça de manière automatique, oui, après que la collecte des logs ait été faite et qu'on mette en place, on va dire, la cartographie un petit peu du réseau chez le client. Mais après, on peut se créer aussi des mécanismes d'alerte, des policiers alertes qui vont se déclencher sur des éléments que nous, on veut contrôler. Ça va être peut-être, je dirais exemple tout basique, mais dès que je commence à avoir des connexions depuis mon réseau vers des pays où je ne voudrais pas forcément voir des connexions. Le contexte géopolitique est compliqué avec la Russie, la Chine, etc. Donc on peut se dire, dès que j'ai des connexions du trafic vers ces pays-là, je veux être alerté. D'accord. Et donc de manière proactive, la partie NDR ThreadSync Plus va mettre des alertes en place quand on aura ce type de trafic. Ça permet de faire d'autres choses. On en parle un petit peu plus loin également. Il y a une partie compliance report. En fait, lorsque des sociétés, par exemple, veulent passer des certifications ISO 27001 ou autres, en fait, il y a des points à vérifier au niveau du réseau. La partie ThreadSync plus NDR peut faire cette vérification de manière automatique et dire en fait derrière, OK, vous cochez toutes les cases ou non. Donc, ça rend la partie certification plus simple et la partie audit, par extension, beaucoup plus simple. Donc tout ça, c'est en bêta aujourd'hui. Je vous invite à tester. C'est assez intéressant. Sur la partie Firebox, l'avantage, c'est que ça se configure en quelques clics. S'il n'y a pas besoin d'agent en local. Par contre, si vous voulez le faire avec d'autres équipements pour voir ce qui remonte, pareil, là, il faudra un petit agent qui fera la collecte d'informations via du NetFlow. Un point important à ce stade, puisque on sait de par les présentations précédentes qu'il y avait eu un petit peu d'incompréhension. ThreadSync, c'est le XDR natif de WatchGuard. Donc, dès lors que vous avez des produits WatchGuard qui sont éligibles à l'usage de ThreadSync, donc typiquement vos UTM en Total Security Suite et vos agents EPDR, par exemple, alors vous faites du XDR natif sans surcoût. Okay. ThreadSync Plus, c'est un élément en plus qui permettra de sortir de l'écosystème to WatchGuard. Et donc, cette partie ThreadSync Plus, elle est soumise à licence. D'accord. ThreadSync intégré, pas de surcoût. ThreadSync Plus, licence, de façon générale, puisqu'il y aura d'autres modules dans l'année qui vont arriver sous cette étiquette ThreadSync Plus, notamment plein de trucs. Ouais, on en reparlera le moment voulu. On laisse un peu de suspense comme ça, c'est bien. Toujours du coup sur WatchGuard Cloud, il y a des petits widgets qui ont été rajoutés. Encore une fois, typiquement le fait d'avoir rapidement et en un coup d'œil la possibilité de visualiser lorsqu'il y a des problèmes d'authentification sur
des points d'accès Wi-Fi ou des choses comme ça, d'accord? On va pouvoir avoir les failures qui vont remonter directement ici. Ça permet encore une fois, comme je disais tout à l'heure, hein, la partie widget, c'est vraiment pour avoir un affichage qui donne des informations pertinentes et que vous puissiez le personnaliser en fonction de vos besoins. Il y a eu des petites modifications également sur la partie device details. Donc, qui a été modifié, d'accord. Donc, on peut voir les types de licences qui sont rattachés au point d'accès Wi-Fi, ce qui était un petit peu compliqué jusqu'à avant cette mise à jour. On peut faire un export de ces informations effectivement également directement depuis la partie cloud. Donc, on est toujours sur la même upgrade. Aujourd'hui, alors ça c'est plus lié à la partie Cloud Managed Firebox. Avant, un boîtier, quand il était Cloud Managed, était forcément lié à un subscriber account, une instance WatchGuard Cloud, et on ne pouvait pas le déplacer, ou c'était compliqué. Donc ça a été rajouté, et on peut choisir, en fait, quand on déplace le boîtier d'un client à l'autre, par exemple, on peut choisir ce qu'on veut faire. Est-ce que je le déplace avec toute sa conf, ou alors est-ce que je le déplace en recréant une configuration from scratch? Donc ça, c'est le choix est laissé quand on fait ce déplacement de boîtier. Donc on a la possibilité de le faire, et pareil, ça apporte de la souplesse sur la partie admin des boîtiers en cloud. Concernant ThreadSync, toujours des mises à jour et des updates liés à la partie audit mode. C'est-à-dire qu'une machine qui est en mode audit, alors pour ceux qui font du endpoint, il y a une partie risque dans la console de la partie endpoint de WatchGuard. Et parmi les risques, en fait, c'est des risques qui vont être liés à la configuration de l'agent. Et parmi ces risques, il y a le fait qu'un agent soit en mode audit, parce qu'un poste qui est en mode audit, en fait, il fait rien. Il va faire remonter de l'information, mais il n'y a pas de blocage qui vont être entrepris ou autre. Si on s'appuie uniquement sur la partie ThreadSync, alors aujourd'hui, effectivement, depuis mars, on voit que des éléments sont remontés et que c'est remonté d'un équipement qui est en mode audit. Mais ici, on peut voir directement la liste de tous les endpoints qui sont configurés en mode audit directement depuis ThreadSync. Encore une fois, l'idée, c'est de centraliser un maximum de choses dans ThreadSync et de vous éviter de vous balader de menu en menu et de console d'administration de produits en console d'administration de produits. Plus le temps va passer, plus les choses vont être centralisées dans ThreadSync. Donc, cette partie visu d'endpoint en mode audit, on peut le voir directement aujourd'hui depuis ThreadSync, ce qui permet de gagner du temps. Ça, très intéressant, quand on va créer des isolations de postes, donc aussi bien en manuel qu'en mode automatique dans ThreadSync. Jusqu'à présent, on n'avait pas la possibilité de mettre des process en exception. Donc, on faisait une isolation totale du poste. Il y a juste l'agent qui communiquait avec WatchGuard Cloud. Mais si pour des raisons ou une autre, on avait besoin de laisser un service s'exécuter et accéder au réseau, il fallait pareil aller dans la partie Endpoint Protection sur le device et mettre une exception. Aujourd'hui, on peut mettre ces exceptions directement depuis ThreadSync. Donc pareil, ça permet d'apporter vachement de souplesse sur l'administration et la gestion d'isolation des devices. Et comme je disais, donc on peut le faire en manuel et on peut également le faire via les politiques de réponse automatisées. Donc dire quand j'isole un device, je veux autoriser tel et tel process à accéder à Internet. Donc c'est bien, il faut faire gaffe parce que ça reste de l'exception et que l'exception d'une manière générale en sécurité, c'est pas bien, c'est pas forcément conseillé, donc il faut faire attention quand même à ce qu'on autorise. Typiquement, si vous autorisez du TeamViewer, c'est un peu ballot parce que ça peut servir à d'autres personnes, faut faire attention à ça. Donc toujours partie isolation, ok avec la mise en place d'exceptions. Pareil depuis ThreadSync. Alors ça, c'est lié à l'Advanced EPDR, donc il y a un niveau de licence lié à la partie Endpoint Protection. En Advanced EPDR, donc depuis la console Endpoint, on peut prendre la main sur des machines en Remote Shell. Du coup, aujourd'hui, on peut le faire également directement depuis ThreadSync. Pareil, sans aller dans la partie configuration Endpoint, repérer le poste, se connecter dessus, etc. Donc, on va pouvoir le lancer directement depuis un incident sur ThreadSync. Et encore une fois, c'est lié et il faut que les devices soient en mode en licence Advanced EPDR et pas en EPDR tout court, on va dire.
au niveau de Hotpoint, donc là on sort de la partie purement WatchGuard Cloud, ThreadSync, Wi-Fi, etc. On va descendre sur chaque produit. Côté Hotpoint, il y a eu mise à jour de l'agent qui résolvait quelques problèmes. Donc c'est réglé avec la partie 3.1, sachant que plus loin, il y a eu d'autres, enfin plus tard dans l'année, après il y a eu d'autres mises à jour aussi qui résolvaient certains bugs. Ici, par exemple, ça c'est plutôt intéressant, c'est que quand un programme en fait est installé et qu'on n'est pas en administrateur, que l'utilisateur n'est pas en admin du poste, maintenant on a la possibilité avec l'agent 3.1 de faire l'utilisateur, donc l'admin qui fait l'installation de l'outil, valider un MFA avant d'autoriser justement l'outil à s'exécuter sur le poste et à s'installer. Donc pareil, ça permet de rajouter une couche de sécu sur la partie, on va dire, ce qui se passe sur le poste de travail en direct. Donc ça a été rajouté et introduit dans la 3.1. Alors, j'ai pas mis au autre endroit celui-là. Tac, tac. Ici, ça va être des choses par rapport au trade-up de Firebox. Effectivement, alors c'est plus ou moins lié à Hotpoint. Quand on faisait un trade-up de Firebox, ce qui se passait, c'est que du coup, le Firebox était retiré de WatchGuard Cloud. À partir du moment où l'ancien Firebox était retiré de WatchGuard Cloud, quand on faisait l'activation du trade-up, ce qui pouvait poser des problèmes côté Hotpoint, parce que si le firewall n'est plus présent dans WatchGuard Cloud, toute la partie VPN par exemple, etc., n'était plus gérée via le MFA, et donc ça posait des soucis. Donc aujourd'hui, les deux boîtiers, donc l'ancien boîtier, on va dire, et celui qui va être remplacé et le nouveau, sont présents dans WatchGuard Cloud. Et quand on active le boîtier en trade-up, la ressource ne disparaît plus de Hotpoint, et donc la partie VPN peut continuer, par exemple, de fonctionner correctement. Sur février, alors il y a eu pas mal de modifications qui ont été faites en fait pour retirer la partie Internet Explorer qui était utilisée dans certaines parties de l'IDP Portal. Alors, il y a eu pas mal de choses, il y a eu des retours arrière, etc. à cette période, parce que il s'avère qu'il y a encore beaucoup de choses chez Microsoft qui utilisaient des process liés à Internet Explorer, donc ça avait posé quelques soucis. Aujourd'hui, c'est réglé. En fait, si vous n'avez pas de nécessité d'utiliser l'IE, on va dire que vous êtes sur la version la plus safe de l'IDP. Par contre, s'il y a des choses qui sont liées à IE, l'IDP reste avec cette partie, ce framework lié à Internet Explorer qui est activé. Donc, si vous n'avez pas eu de soucis là-dessus, tant mieux, j'ai envie de dire. Donc ça, c'était la partie rollback qu'il y avait eu par rapport à ça et la remise en place du framework qui a été retiré dont je parlais. Il y a eu des mises à jour sur l'agent pour le remote desktop web. Donc pareil, c'est des modifs essentiellement de petits bugs. Et sur Mars, les extensions browser extension pour Chrome pour la partie gestionnaire de mots de passe ont été mises à jour. La partie Hotpoint Gateway a été passée en 7.2.2, pareil, correction de certains bugs. Alors si vous voulez le détail, il faut aller regarder sur les release notes que je vous montrerai tout à l'heure, parce qu'il y a des petites choses dont je voulais parler sur la partie Firebox, on y vient. En avril, aujourd'hui, il faut être en 12.7.2 pour pouvoir utiliser un Firebox, donc, ou version plus élevée, pour pouvoir utiliser un Firebox comme une ressource dans Hotpoint. Avant, on pouvait le faire sur la 12.7.1 ou moins. Aujourd'hui, il faut être au minimum en 12.7.2. Donc, pensez à upgrader vos boîtiers. Sur la partie... Pardon, excuse-moi. Ouais, vas-y. J'en profite, je saute sur ce sujet. Ces derniers temps, j'ai eu un certain nombre de partenaires qui m'ont contacté en se plaignant que des boîtiers d'ancienne génération N-2, voire N-3 dans certains cas, donc dans des versions pas au-delà de la 12.5.9, ne pouvaient du coup pas être utilisés dans Hotpoint avec une ressource de type Firebox. Il faut donc utiliser la méthode Radius qui fonctionne très bien, mais qui du coup ne permet pas le choix pour chaque utilisateur entre le push et l'OTP. C'est pas une volonté commerciale. Pour rappel, entre la 12.5 et la 12.7, il y a un changement de noyau Linux qui physiquement n'est pas supporté par un certain nombre de boîtiers de génération N-2 et N-3 parce que pas assez puissant simplement pour avoir les nouveaux mécanismes mis à jour et plus solides et plus résilients.
Un, le fonctionnement en mode Ratus qui ne permet pas le choix entre push et OTP, même si parfois c'est très pratique. Il faut garder à l'esprit que l'OTP est un mode moins sécurisé, donc idéalement, on tâche de ne pas l'utiliser, et en tout cas pas sur toute sa population. Il ne serait pas logique, normal, fonctionnel que tous vos utilisateurs puissent passer du push à l'OTP. Ce serait assez étrange. Par ailleurs, il pourrait être dans un certain nombre de cas surprenant que vous ayez encore en prod des boîtiers de génération N-2 et N-3, puisque vraisemblablement, au regard de l'explosion des usages Internet, ces boîtiers ne sont pas adaptés à l'usage de l'inspection HTTPS dans ces nouveaux contextes, ce qui voudrait dire que possiblement, vos boîtiers ne sont pas configurés comme il faut. Donc, si vous avez un doute sur ces choses-là et que vous voulez qu'on reprenne ensemble des configs de boîtiers de génération N-2, donc typiquement T30, T35, T50, T55, etc., n'hésitez pas à nous passer un coup de fil, qu'on puisse regarder la conf, regarder les perfs, et que éventuellement, la prochaine fois, au lieu de renouveler ce type de boîtier, on en profite pour les remplacer et améliorer la configuration firewall de vos clients. J'ai fini. Yes, merci. Ok, quand un utilisateur va faire des modifs aussi de son mot de passe, donc un utilisateur hotpoint, donc qui est créé directement dans l'interface admin hotpoint, fait une modif de mot de passe, on fait une vérification si ce mot de passe n'a pas été leaké, enfin exposé dans une fuite de données. L'idée derrière, forcément, c'est d'augmenter un petit peu le niveau de sécurité de tout ça. Les mots de passe qui ont été exposés, donc du password avec un P majuscule, etc., typiquement, ça ne peut pas être utilisé donc sur la partie pour les utilisateurs pardon, qui sont des hotpoint users directement créés depuis l'interface admin. Ça, c'est pas mal que cette vérification soit faite en plus. Et enfin, alors, les user inheritance, je sais pas si, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes chez nos partenaires. Alors, en tout cas, personnellement, j'en ai pas vu beaucoup qui l'utilisaient. Mais en fait, ça permet lorsque vous avez des utilisateurs qui sont déclarés dans vos instances Hotpoint, en fait, de leur donner accès à certaines ressources chez les clients que vous gérez via Hotpoint. Ça permet de pas consommer une licence Hotpoint chez les clients et du coup d'utiliser vos comptes normaux pour accéder à des choses chez les clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à voir. Si vous ne le mettez pas en place, je pense que c'est une piste qu'il faudra peut-être creuser. Mais derrière, on ne pouvait pas utiliser les QR codes du coup avec les utilisateurs qui sont hérités d'une autre instance cloud. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc QR code et one-time password sont disponibles en mode offline. Sur le mois de mai, mise à jour de l'agent. Parfois, la partie network location ou geofence n'était pas très bien prise en compte dans certains contextes sur la version précédente de l'agent. Donc en 3.2.0, c'est corrigé. Et du coup, les modifs sont essentiellement liés à ça, donc à l'IP ou la partie geofence, c'est l'IP depuis laquelle vont s'authentifier les utilisateurs. Il y a des messages d'erreur qui vont s'afficher lorsque les comptes des utilisateurs ont expiré. Donc avant, l'utilisateur pouvait juste pas s'authentifier, pas accéder à une ressource. Aujourd'hui, il y a un message d'erreur qui va lui dire que sa licence est expirée et ça permet pareil d'être plus réactif sur la partie renouvellement de licence, etc. Et que l'information peut remonter l'utilisateur peut vous remonter l'information s'il est confronté à ce genre de problème. Quand on active un token pour un utilisateur, un nouvel utilisateur, on peut choisir aujourd'hui la durée d'expiration du QR code qui est envoyé dans le mail d'activation. Avant, c'était quelque chose qui était figé. Aujourd'hui, on peut modifier ces settings. Donc, pareil, ça donne un peu plus de souplesse sur la partie gestion des utilisateurs. Sur la partie endpoint security, il y a eu moins de nouveautés. Au mois de mars, pour le coup, pas mal de choses liées à patch management. Je sais qu'il y a pas mal de partenaires qui demandaient des petits updates à ce niveau-là. Donc, je pense que ça va répondre à une grande partie de ces demandes. Donc, on peut définir des machines en tant que ordinateur de test. Et du coup, on peut définir ensuite, lorsqu'on crée une politique d'installation de patch, on peut dire je veux que cette politique d'installation de patch ne s'applique
qu'à mes ordinateurs de test. Donc ça permet de faire de la pré-prod et de gérer une sorte de pré-prod d'une manière plus souple qu'avant. Donc c'est intéressant, ça permet de vérifier et de limiter les éventuels effets de bord qu'il y aurait sur des mises à jour d'applicatifs. Au niveau du risk assessment, il y a eu des petites modifications aussi. Donc le risk assessment, c'est le fait de mettre l'agent en mode full audit chez un client et derrière, en fait, il va collecter de l'information qui va être analysée et au bout de 30 jours, si je dis pas de bêtises, il y a un rapport qui est publié qui contient tout ce qui a été détecté sur la période d'audit. Du coup, l'agent, quand on l'installait en mode risk assessment, il y avait certaines choses qui étaient activées par défaut, donc les decoy files, et je ne sais plus, mais c'est détaillé un petit peu plus loin dans les slides. En fait, ça pouvait engendrer des problèmes de compatibilité, on va dire, avec une solution antivirale ou EDR qui était déjà en place, parce que les deux se marchaient un petit peu sur les pieds. Donc les templates par défaut ont été modifiés pour que ces deux paramètres justement ne soient plus activés. Et donc maintenant la partie endpoint risk assessment se fait de manière totalement transparente. Mise à jour toujours liée à la partie patch management, d'accord. On va avoir des informations. Est-ce que le patch est en erreur, en download erreur ou en erreur d'installation quand on fait un filtre sur la partie historique des installations de patch, d'accord. On a rajouté ces trois champs-là. Ça permet d'avoir des rapports pareils ou se générer des rapports plus précis et sur certains justes aspects. Dans la partie patch management, donc c'est ce que je vous disais, on peut définir, alors je parlais des patchs de test tout à l'heure, est-ce que je veux ou pas installer les patchs et est-ce que je vais l'installer sur quel type de machine je vais l'installer, est-ce que je l'installe sur toutes les machines ou alors uniquement sur des machines de test. Ici, on va voir donc le détail des patchs quand on clique sur le détail d'une machine spécifique, d'accord, on va savoir si la machine est une machine de test et s'il y a une politique d'installation de patch qui est activée ou non, directement depuis le détail du coup du computer, de l'ordinateur. Ici, ça permet de filtrer, toujours pareil, dans les filtres, on a rajouté des champs qui permettent d'avoir un filtrage plus précis sur lorsqu'on fait des recherches liées à la partie patch. On va avoir, hop, petite icône ici qui va apparaître pour définir que la machine en question, donc qu'on voit ici, le domaine contrôleur, est une machine de test, d'accord, sur laquelle on a défini qu'on pouvait installer des mises à jour. Donc, toujours lié aux machines de test. Partie Web Access Control, je vous en parlais tout à l'heure, donc ça a été mis à jour sur la partie Firebox Cloud Manager. Sur la partie EDR, c'est la même base d'URL qui est utilisée dans l'ensemble des produits. Et sur la partie rapport, quand on planifie un rapport, aujourd'hui c'est la partie Risk Assessment qui est sélectionnée par défaut si on est en mode Endpoint Risk Assessment au niveau de la configuration de l'agent. Aujourd'hui, si vous en EDR Core, possibilité de faire un trial ou de l'Advanced PDR directement. Et on peut aussi activer, du coup, une fois qu'on est passé en EPDR, en Advanced PDR, on peut activer la partie Endpoint Risk Assessment. Donc, si vous avez déjà déployé l'agent ou vous voulez faire un audit chez des clients, donc l'agent EDR Core, si vous voulez faire un audit chez des clients, vous passez en trial EPDR et puis vous vous mettez en mode Endpoint Risk Assessment. Donc, ça permet de faire un rapport assez facilement. Et pour le coup, le rapport est plutôt joli. Après, tout est une question de goût, mais les informations qui remontent dedans sont plutôt intéressantes. Donc, ça peut valoir le coup de tester cette fonctionnalité-là. Donc, ça, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. Les default workstation et server profile ont été modifiés pour que justement l'agent soit plus silencieux et qu'il n'y ait pas de problème de compatibilité avec des solutions qui seraient existantes lorsqu'on fait de l'endpoint risk assessment. Et on va passer maintenant sur la partie Wi-Fi Cloud. Hop, alors non, pas si, je vais aller un petit peu plus loin, ça va être sur la partie Firebox, on a parlé du cloud tout à l'heure dans la partie ThreadSync. Donc, il y a eu deux versions, alors trois, Jérémy vous en parlera tout à l'heure, qui sont sorties sur Fireware. Il y a la 12.10.2, la 12.10.3 et il y a la 12.10.4 qui est actuellement en bêta. Sur ce qui est sorti, nouveauté liée à la 12.10.2, donc
On a des informations supplémentaires sur la partie VPN. Alors, informations personnellement, je trouve ça intéressant. Après, à vous de voir. Mais en fait, on sait à quelle interface s'est connecté un utilisateur, donc quelle interface du Firebox s'est connecté un utilisateur lorsqu'il arrive en VPN. C'est-à-dire que si par défaut, sur la règle de VPN, vous laissez Firebox, donc l'utilisateur peut faire du VPN sur toutes les interfaces du Firebox. Là, dans les logs, en fait, on va savoir précisément sur quelle adresse IP est-ce qu'il s'est connecté. Donc, ça apparaît dans les logs et dans la partie VPN status également. Donc ça, c'est comment accéder à cette information-là. WebLocker Categories Update, donc même chose que tout à l'heure, d'accord, générative, tout ce qu'il y a à l'intelligence artificielle. Et après, on va dire de la granularité qui est apportée au niveau des filtrages qu'on va pouvoir mettre en place sur les sites de réseaux sociaux. Il y a eu une petite modification au niveau du Quick Setup Wizard du WSM. On peut aujourd'hui activer sur les interfaces internes du DHCP, d'accord, directement depuis le Wizard. Sur la partie Renew DHCP Lise, exactement. Alors, sur les interfaces qui sont configurées en client DHCP, donc interface externe du Firebox, on a la possibilité aujourd'hui, depuis le WSM, de faire un release et un renew de DHCP. Donc ça, c'est pas mal. Ça évite de se connecter en ligne de commande et de le faire en ligne de commande sur le boîtier. Donc ça se gère directement depuis le WSM maintenant. Celle-ci, je pense que, alors, vous l'avez peut-être pas vu passer, après, entre toutes les news de tous les produits, etc. Mais il y a un port qui a été retiré, donc le 4110, du template de politique pour le management server. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin que des ports 4112 et 4113. Donc les templates ont été mis à jour de manière automatique. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez qu'il n'y a plus le 4110 dans le template. Donc ça, c'était sur la 12.10.2. Sur la 12.10.3, il y a eu essentiellement des apports qui ont été faits au niveau des logs en fait, du boîtier, du Firebox. Et ces modifications, le but derrière, c'était qu'on ait des données plus concrètes qui vont remonter ensuite dans Threading Plus NDR. D'accord, parce que la sortie de la 12.10.3 correspond à peu près à la bêta qu'on avait nous en interne, en tout cas sur la partie Threading Plus NDR. Donc c'est plus des informations au niveau des logs et quelques corrections de bugs. Par rapport à ça, et tant que j'y pense, il y a juste une petite chose que je voulais vous montrer, parce que j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. Généralement, donc recherche sur Google, facile, Release Note WatchGuard, d'accord, ça permet d'arriver sur le site des Release Notes. Les Release Notes, elles sont classées par produit, ok. Ici, je vais aller sur la partie Firewall directement, et je vais prendre la Release Note, par exemple, la 12.10.1. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans certaines mises à jour de boîtier, il faut aussi mettre à jour derrière les agents. Donc, ça va être l'agent SSO, etc. Et cette information est donnée dans la release note. Donc, quand vous passez une version à une autre sur un boîtier, pensez à aller jeter un coup d'œil sur la release note. Donc ici, j'étais sur la 12.10.1. Si je vais dans la partie downloading software, et que je descends un petit peu, je vais avoir ici des informations sur typiquement l'Authentication Gateway, d'accord, et on voit qu'il y a une mise à jour qui est liée à cette release-là. Donc, il faut penser à déployer cette mise à jour sur les machines qui ont l'agent en question. Si on ne le fait pas, on peut se retrouver avec des problèmes. Typiquement, le SSO qui ne fonctionne plus parce que je suis passé de 12.10.5 à 12.10.1 ou version supérieure. Et donc, on peut être confronté à des soucis. Donc, pensez à jeter un coup d'œil là-dedans. Ça se fait en 2 secondes. Partie downloading software d'une release note. Et ça permet de s'affranchir de quelques soucis quand on fait les mises à jour un peu à la volée, surtout avec la partie WatchGuard Cloud qui permet de gérer ça super facilement. Il me semble qu'on est arrivé à la fin. Du coup, Jérémy, tu voulais dire quelques mots sur la 12.10.4 12.10.4, ouais, c'est ça. Alors, ouais, je voulais vous montrer ça. La version 12.10.4 est rentrée en bêta fin de semaine dernière. Il est prévu qu'elle sorte fin juin, début juillet. Elle ajoute une fonctionnalité, ce qui peut paraître peu, mais qui est rigolote dans le contexte, puisque la plupart d'entre vous l'ont subi, je crois. En début d'année, il y a eu une vague
de tentatives de connexion chez à peu près tout le monde, quelles que soient les marques de firewall, puisque c'est pas une problématique de marque, c'est vraiment une problématique d'exposition, ou des pirates utilisant des IP d'un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, notamment la Bulgarie, ont essayé de se connecter un peu partout avec une réussite mitigée en fonction du niveau de configuration et en fonction des marques et de leur vulnérabilité. Et donc, alors, je cherche à partager mon écran. Changer le présentateur, c'est tout à fait. moi. Exact. Et il faut que je montre mon écran qui sera celui-ci en version nettoyée. Voilà. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Et donc, Ouais, c'est bon. une fonctionnalité a été ajoutée, donc est ajoutée dans la 12.10.4, que vous allez bientôt donc avoir et que vous pouvez essayer dès maintenant si vous le souhaitez. Et donc, pour ça, je vais dans Setup Authentication Settings, et j'ai ici un nouveau bouton qui permet de bloquer, réagir par un blocage sur des échecs de login. J'active la fonctionnalité. Alors attention, par défaut, on va bloquer au bout de 10 échecs successifs, 10 échecs au cours des 60 minutes à venir. D'accord? C'est par tranche de 60 minutes, ce qui est intéressant, puisque du coup, si un attaquant essaie de passer sous les radars en termes de détection de brute force en espaçant ces tentatives, eh ben, ça permettra de le détecter quand même. Et si on arrive à ces seuils, eh ben, on va bloquer l'IP et non pas le compte utilisateur qui aurait été brute forcé pendant 24 heures. Et ça, c'est intéressant parce que quelque part, si je bloque le login, l'utilisateur, lui, bah, il n'a pas divulgué son mot de passe, il a peut-être du MFA, etc. Et malgré tout, on arrive à une situation de déni de service parce que l'utilisateur est bloqué. Alors, mon conseil, je pense que 10, c'est trop haut. Donc moi, je vais mettre 2 dans le contexte ici pour qu'on puisse le tester. Je n'ai pas l'intention d'échouer 10 fois. Ça se fait aussi bien en interface web que en client lourd. Et la fonctionnalité existe aussi pour les boîtiers qui sont cloud managed si certains d'entre vous l'utilisent. Et donc ici, je vais vous montrer, on va cibler l'utilisateur Toto que j'ai essayé tout à l'heure, qui n'existe pas. D'accord? Cet utilisateur n'existe dans aucun de mes annuaires et je vais prendre une machine différente pour éviter de me couper la main tout seul. Je vais me connecter par exemple sur le portail VPN SSL ou sur un portail d'authentification quel qu'il soit. Et ici, si j'essaie de brute forcer un compte, alors je mets Toto comme mot de passe, je peux essayer sur FireboxDB, je fais login, j'ai un fail, d'accord, puisque le compte n'existe pas. Je reprends ma VM, je réessaye. Avec ce coup-là, le mot de passe Toto 3 fois. Hein, donc, je suis bien sur une tentative de brute force. Je fail. Ici, c'est bien rejeté. Et en fait, si je vais voir l'adresse de la machine que je viens d'essayer, on va voir que cette machine, regardez, hop, pause. Cette machine a été temporairement bloquée. Raison, block failed logins, d'accord? Donc, je suis bien dans un contexte de brute force. Et de fait, rapidement, toutes les communications depuis et vers cette machine vont se retrouver être bannies par le firewall. Okay, donc, j'ai bien le blocage de l'IP et pas du compte utilisateur. Et du coup, si je viens ici, je refresh ma liste, hop, on va faire un refresh. Logiquement, je vais trouver mon 10.10.252 quelque part. Vous voyez, c'est bien mon IP qui a été bloqué. Elle a été bannie automatiquement pour les 24 prochaines heures, alors que mes blocages d'autres mécanismes, eux, sont sur une durée qui est différente. Et donc, j'ai bien ça. Donc ça sort. Si vous voulez le mettre en place tout de suite, parce que vous avez un client qui continue à se faire scanner, brute forcer, n'hésitez pas à activer la bêta. Moi, je l'utilise depuis ce matin. Pour l'instant, aucun dysfonctionnement à l'horizon. Ça devrait sortir fin de mois ou début juillet. Donc, c'est une excellente fonctionnalité, pas chère à utiliser, qui permettra de mieux protéger vos utilisateurs. Et j'en ai terminé. Et bien moi aussi j'en ai terminé. Donc je pense qu'on est bon. Je regardais les questions. Alors je sais pas, Stéphane, il y avait une question par rapport à Dipsys. Moi j'étais en contact avec eux parce que je les avais rencontrés à l'IT Partner pour la partie portail captif. On a commencé à en discuter. A priori, par rapport au champ qu'il y a à paramétrer sur
sur le... Ah, mais il est parti, Stéphane. Bon, je le rappellerai pour lui en parler. Mais après, pour les autres, si ça vous intéresse, par rapport aux champs en fait, qui sont proposés sur la partie portail captif d'éditeurs tiers dans le Wi-Fi Cloud, dans WatchGuard Cloud, a priori, on serait compatible avec eux. Alors, il faudrait que j'envoie une borne à une personne de chez eux pour qu'ils puissent tester ou que je passe les voir pour tester. J'ai pas eu le temps de le faire sur les mois qui sont passés, mais c'est en projet, on va dire, donc et en test. Le cas échéant, si ça vous intéresse, envoyez-nous un petit mail à Jérémy ou moi. Et puis quand on l'aura testé, on vous en dira un peu plus. Ouais, envoyez. Si vous êtes intéressé par ce type d'extension à des services de portail externes et notamment à DeepSys, puisque c'était l'un des objets, l'une des questions, envoyez un mail à se-france@watchguard.com, comme ça Alex et moi on l'aura, et ça nous permettra de voir un peu en termes de quantité, ce que ça représente, la quantité de gens que ça impacte, parce que c'est un sujet qui avait été globalement un peu laissé de côté à une époque par beaucoup de gens, nous inclus. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. La question la plus fréquemment posée, c'est est-ce qu'il y aura une vidéo sur YouTube? Alors ce replay, oui, il va arriver. Et du coup, Jérôme demande s'il y aura une vidéo sur le MDR sur YouTube. Et ça pourrait être compliqué à mettre en œuvre parce que Alex et moi ne pouvons pas la faire seuls. Hein, ça implique d'autres gens. Il devrait y avoir un refresh des vidéos cet été, un certain nombre de nouvelles, un certain nombre de remplacements. Mais pour le MDR, oui, c'est quelque chose qui est discuté. On ne vous montrera pas les locaux et non, on ne vous montrera pas les threat hunters qui sont en action dans le service de MDR. Ça ne se produira pas. Voilà. Alex, le mot de la fin? Merci de nous avoir suivis et puis à la prochaine. Alors, en espérant qu'on la refasse pas dans 6 mois, il faudrait qu'on essaye de se faire un rythme de le faire une fois par trimestre au moins. Là, ça faisait beaucoup de choses à traiter, mais au moins vous avez l'essentiel en tout cas. Et si vous avez des questions, se-france@watchguard.com. Passez de bonnes vacances et puis à bientôt, et certains à plus bientôt que d'autres. Ouais. Salut. Au revoir, bye bye.